voyage qui pouvait paraître pesant et finalement nous retrouver en équipe de façon à bien récupérer, bien nous régénérer aussi avant de nous envoler vers Dublin. Euh, et puis bon, bien sûr, à propos de départ, je veux avoir un mot pour les 6 joueurs qui nous ont rejoints dès le lendemain de notre victoire face à l'Italie. 6 joueurs qui ont largement contribué aussi à la préparation optimale de notre équipe et qui font partie du projet et qui, bien sûr, sont toujours potentiellement sélectionnables, comme d'autres, pour la suite de la compétition. Voilà, Fabien, tu peux annoncer l'équipe. Merci Raphaël pour ton introduction. Donc, je vais vous annoncer la composition de l'équipe. Je prends le micro, c'est ça? Je recommence? Merci. Alors, l'équipe de France qui va affronter l'Irlande samedi. Première ligne, Cyril Baille, 40e sélection. Julien Marchand, Winnie Antonio, seconde ligne. Thibaut Flamand, Paul Villemc, troisième ligne. Anthony Gelonche, Charles Olivon, 30e sélection. Grégory Aldrit. La charnière, capitaine Antoine Dupont, associé à Romain Tamac. Aux ailes, Ethan Dumortier. Au centre, Yoram Moefana, Gaël Ficou, Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Gaëtan Barlow, Reda Wardi, Sipili Falatea, Romain Taufefenoua, 40e sélection. François Cross, Sekou Makalou, Baptiste Couillou, Mathieu Jalibert. Joueurs supplémentaires, Teddy Bobigny, Momo Awas, Nolan Le Garec, Julien Delbouy, Melvin Jaminet. Merci, nous allons donc passer aux questions. Vous pouvez lever la main, vous présenter ainsi que le nom de votre média. Merci. Bonjour Fabien Laurent, comme qui sera l'équipe. On voit que c'est la même équipe qui débutera, qui a débuté contre l'Italie la semaine dernière. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu ce choix de la stabilité pour affronter l'Irlande? La performance d'abord. La performance qui est une victoire avec un bonus offensif dont les objectifs sont atteints. La cohérence aussi, puisque ça fait 3 semaines que l'on travaille avec ce 15 de départ. Donc la cohérence, c'est l'expérience collective à l'entraînement, c'est la recherche de l'homogénéité. À notre niveau, on a peu de temps. Hein. Donc il est très important de créer une structure stratégique et tactique cohérente. La confiance, bien sûr, la confiance que nous avons dans les joueurs, dans ce groupe de joueurs qui, depuis 3 ans, avancent ensemble. Il n'y a pas de surprise dans ce 15 de départ, il n'y a pas de surprise non plus dans ce groupe de finisseurs. Nonobstant, bien sûr, les joueurs qui sont forfaits, hein, je ne vais pas les citer, mais vous en avez déjà parlé, et on pense à eux, bien sûr. Ça nous semble notre meilleure équipe de France aujourd'hui pour notre 32e match de notre aventure. Bonjour monsieur, Philippe Templier dans ces sports. Les 2 changements sur le banc, qu'est-ce que doivent vous amener François Cross, notamment devant, et Baptiste Couillou? L'expérience collective, bien sûr, le vécu commun. François Cross,
ne pense pas qu'il est nécessaire de le présenter, même s'il revient de blessure. Il était du tournoi Destination 2022, du Grand Chelem. Il était de la tournée aussi réussie précédemment. Donc, c'est un joueur qui a une grande connaissance de l'équipe, une grande connaissance du niveau international. C'est un joueur qui est très important pour nous dans notre groupe. Il rentre dans notre équipe de finisseurs à 6 avant, avec un hybride bien sûr qui est Sekou, et nous donne des options bien évidemment pour être dans le match quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. Et Baptiste Couillou, qui a aussi un vécu important avec nous depuis le début, depuis les premiers rassemblements IFI avec l'équipe de France. Son expérience collective, sa forme aussi, puisqu'il est arrivé, il était en phase de reprise, ses entraînements avec nous et son potentiel. Et bien sûr, une pensée pour les 2 joueurs qui sortent sans avoir joué, hein, Thomas Lavaux et Nolan Le Garec, qui ont été excellents avec nous, qui n'ont pas perdu de temps. Ce sont des jeunes joueurs, ce sont des joueurs qui vont compter dans le rugby français et qui comptent déjà et qui vont compter dans le futur. C'est comme ça qu'on construit et qu'on arrive à avoir une équipe qui, quoi qu'il arrive, reste performante, avec des joueurs qui vivent avec nous l'expérience. Bonjour, Fanny de chez STI Radio France. Sekou Makalo, est-ce que vous avez été tenté de le titulariser après sa bonne entrée face à l'Italie? Et hier, on a vu Anthony Gelouche qui était un peu préservé, rien de grave du tout puisqu'il est titulaire. Oui, Anthony était préservé. Vous savez, sur les matchs de cette intensité, il y a toujours des joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps pour récupérer. C'était le cas d'Anthony, qui a sorti un grand match à Rome dans son registre. Et c'était aussi le cas de Sekou, qui a sorti un grand match aussi à Rome dans son registre. Donc on est très satisfait en fait de la performance de ces 2 joueurs dans leur registre. Quel a été un petit peu le coup de cœur de cette semaine? Vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de récupération, pour vous. On imagine que vous êtes revenu un petit peu sur le problème de discipline. Bien sûr. Rencontré la semaine dernière à midi. Bien sûr. C'est juste. Donc la semaine, c'était une semaine courte. Donc en fait, il n'y a pas de coupure dans nos 3 semaines. En fait, depuis Cap-Breton, on a cette vision et cette cohérence sur ces 3 semaines avec ce match en Italie à Rome le dimanche et ce rendez-vous ô combien prestigieux samedi à Dublin. Mais dans la préparation de ce rendez-vous, il y a une cohérence. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on est resté ici, comme l'a expliqué Raphaël, un jour de voyage à moins, lundi plutôt que voyager, donc récupération, savoir décompresser aussi avant de se projeter mentalement sur ce rendez-vous qui est notre pic, on va dire, notre pic de l'année pour le moment. On en parlera peut-être plus tard. Et dans cette préparation, bien sûr, 2 jours, un jour de régénération et de travail sur la stratégie, la tactique et d'autres domaines de la performance. Et puis un jour sur la partie sensorielle, c'est-à-dire la mise en pratique de l'entraînement. Aujourd'hui, voyage. Donc on avait programmé donc, ces 2 jours d'analyse, de travaux, et notamment avec le débrief du match de l'Italie. Ce qui s'est passé en Italie est très intéressant pour nous, puisque on s'est présenté à Rome avec un niveau de performance par rapport notamment à l'arbitrage et à la discipline excellent. 2e meilleure équipe au monde derrière l'Italie. L'Italie 9,23 pénalités par match et la France 9,4 pénalités par match. Et vous avez vu ce qui s'est passé, donc on a multiplié par 2 notre moyenne de pénalités par match, ce qui est une moyenne. Ça veut dire que parfois, comme l'an dernier, face à l'Irlande, on a été pénalisé 7 fois. On est capable de faire des matchs à moins de 9 pénalités par match lorsqu'on a une moyenne. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé et comment on a été en difficulté dans ce domaine-là. C'est un domaine que l'on travaille, qu'on avait déjà travaillé de manière prioritaire à Cap-Breton pendant 3 jours. Les 3 premiers jours, on a toujours besoin, et c'est normal, de ramener les joueurs ou de les préparer à notre forme d'arbitrage, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus technique, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus tactique. Et par expérience, si vous prenez nos premiers matchs de rassemblement,
On est toujours autour de 15, 16, 17. Premier rendez-vous. Vous les prenez sur chaque rendez-vous international. Et puis après, le deuxième match, on divise par 2. Et on reste sur cette moyenne-là, c'est-à-dire autour de 9. Donc, on a, sans s'affoler, bien sûr, et de manière cohérente et surtout lucide, on a travaillé sur ce point d'amélioration, et non pas comme ce point faible. C'est un point fort chez nous, la discipline. Nous sommes toujours classés, au début de cette année, comme la 2e nation mondiale en termes de discipline, derrière l'Italie. On verra à la fin de l'année, c'est-à-dire en novembre 2023, quel sera le classement. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours une équipe qui est sur le podium en termes de discipline. Donc, c'est un enjeu majeur que l'on travaille, que l'on traite avec lucidité. Essayer de comprendre aussi la façon d'arbitrer, aussi l'arbitrage à 3. Et puis se préparer à l'arbitrage de M. Barnes, qui est un grand arbitre qui nous a souvent arbitré, et de ses assesseurs. Et notamment de ces 2 juges touches qui comptent énormément sur la manière dont ils jugent notamment le hors-jeu. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, mais pas que. Parce que ce n'est pas un point faible, c'est nous, attention, c'est un point fort. Et savoir que notre prisme de travail, notre méthodologie, c'est travailler nos points forts. Donc on aurait gagné avec moins de fautes. On aurait quand même continué à travailler la connaissance de la règle, la discipline, l'arbitrage, parce que c'est notre point fort et c'est quelque chose qu'on travaille de manière récurrente. Il est arrivé, et c'est arrivé dimanche, qu'on a été sous-performant dans ce domaine-là. Pour le reste, on a beaucoup travaillé aussi avec le peu de volumétrie de temps qu'on avait, bien sûr, et d'espace. On a beaucoup travaillé les fondamentaux de notre performance, c'est-à-dire être dominant en conquête, la mêlée, la touche, les molles, et être dominant dans l'agressivité au centre du terrain. Voilà le cadre de travail, pour être complet. Bonjour Nicolas Macadali de l'AFP. Un petit mot sur l'Irlande et notamment sur Andy Farrell, votre homologue. Comment elle a transformé cette équipe? Déjà, dire que l'Irlande aujourd'hui c'est l'équipe qui est classée numéro 1 au monde, ça veut dire que c'est la meilleure équipe au monde. Il n'y a qu'une meilleure équipe au monde. Aujourd'hui c'est l'Irlande. Et depuis cet été, c'est-à-dire que cet été, on est passé numéro 1 mondial au Japon, pendant qu'eux étaient en Irlande. Et lorsqu'ils ont battu les Blacks pour le 3e test, on a reculé à la 2e place, ils nous sont passés devant. Et ils tiennent ce rang depuis maintenant le mois de juin. Et avant d'être numéro 1 mondial, il faut enchaîner les performances parce qu'on voit bien que même 14 victoires consécutives, ça ne te donne pas la première place mondiale. C'est une sorte d'algorithme qui est juste et qui fait que c'est l'Irlande qui est numéro 1 mondial. Donc à partir de là, quand on dit ça, on a tout dit. On va dire qu'il a pris la suite de Joe Smith, qui avait fait déjà de l'Irlande une grande nation du rugby mondial. Et il a su s'appuyer sur les forces de l'équipe irlandaise, c'est-à-dire un jeu offensif qui est millimétré, qui est signé Leinster, qui est signé leur capitaine Johnny Sexton. Quand vous voyez jouer le Leinster, vous voyez jouer l'équipe nationale d'Irlande. Sur le 15 de départ, il y a 9. Aujourd'hui, il y a 9 joueurs du Leinster. Je ne parle pas des finisseurs. Voilà, il y a cette patte offensive qui est reconnue par le monde du rugby comme quelque chose de remarquable. Donc ils ont cet atout-là. Et ils ont aussi les autres atouts qui font qu'ils sont numéro 1 mondial, c'est-à-dire des joueurs merveilleux, talentueux, et puis surtout un réservoir qu'ils arrivent à alimenter de manière régulière. Et des joueurs sortent, on a l'impression qu'ils seront durs à remplacer. Et d'autres joueurs prennent la place et s'installent et continuent à faire que cette équipe reste performante maintenant depuis le début du mandat de Joe Smith. C'est remarquable pour, en tout cas, la fédération irlandaise, sa structure avec ses 4 provinces majeures et ses académies qui sont portées par leur province. C'est remarquable, c'est magnifique. On ne peut que les féliciter, être admiratif de ce qu'ils font à l'heure actuelle. Et la difficulté aussi d'Andy Farrell, quand il a pris le mandat après Joe Smith, c'est-à-dire il a pris une équipe qui était très, très haute, avec une génération qui était vieillissante, et il a réussi à maintenir dans ce turnover
la performance et maintenir cette équipe aussi haut, voire la faire monter encore. Donc, c'est remarquable. Bravo à lui, bravo à son staff, bravo à la fédération et à cette organisation de province, en fait. Tout le monde connaît leur organisation. Et ces équipes de province, l'Ulster, le Munster, bien sûr, je ne parle pas du Leinster, puisque c'est quasiment l'équipe d'Irlande, et puis le Connacht qui alimente avec parcimonie, avec précision, 2 joueurs frais, disponibles, préparés au haut niveau par la Coupe d'Europe et par leur ligue, cette équipe nationale. Exemple de réussite. Si c'était un pic, est-ce qu'on peut le comparer? Vous avez eu votre premier match quand vous étiez en 2020, il y a eu les Blacks, parce que c'est des Blacks aussi en 2021, les Sud-Africains champions du monde, est-ce qu'on peut mettre ce match à ce niveau-là? Pourquoi peut-être pas leur statut? Tu viens de dire leur résultat, leur statut numéro mondial. Il y a des matchs qui comptent dans un mondial. Oui, vous parlez de l'Angleterre lors du premier match d'ouverture le 2 février 2020 à Paris, finaliste de la Coupe du Monde, classé numéro 2 mondial. Nous, pas loin de la 10e place à ce moment-là. Ensuite, la série des matchs quand même du tour destination, parce que chaque match du tour destination est en fait une finale qui te permet de te préparer à éventuellement un dernier match qui sera la vraie finale. Mais avant ça, tu ne sais pas si tu as le droit de jouer un dernier match pour la victoire. Mais les 4 matchs précédents, le dernier match du tournoi, ce sont des finales. Et chaque équipe, c'est une finale. Il n'y a pas un match qui n'est pas une finale. Et celui-là, c'est une finale avec un adversaire qui est, c'est vrai, je crois, un des plus beaux adversaires qu'on a affrontés depuis maintenant 32 matchs. On parlait de l'Angleterre, mais c'est pas injure de parler aussi des autres nations qu'on a affrontées aussi au cours de ce chemin. Puis les nations du Sud qu'on a rencontrées, et des nations majeures du Sud qu'on a rencontrées, et maintenant à nouveau l'Irlande qu'on a joué quand même déjà 3 fois, hein, attention. Ça fait la 4e rencontre en 32 matchs. Donc on commence à se connaître. On les connaît, ils nous connaissent. Et nos clubs aussi, comme le Stade Toulousain, comme le Racing Club de France, les jouent en Coupe d'Europe. Et La Rochelle en finale l'an dernier. Le Stade Toulousain en demi-finale. Récemment, le Racing Club de France. Nos clubs affrontent leur province, notamment le Leinster. C'est aussi une ambiance que les joueurs vont affronter samedi. Est-ce qu'ils sont rompus à cet exercice? On parle d'un Aviva Stadium plein, Oui. les Irlandais jouent beaucoup là-dessus. Est-ce Oui. que vous les avez préparés à ça, ou le 15 de France est désormais rompu à ce genre de... Mais ça fait partie. Alors, on n'a pas joué encore à l'Aviva dans ces conditions-là. On les a reçus au Stade de France dans un Stade de France plein. On les a joués au Stade de France dans un Stade de France vide. On a joué à l'Aviva dans un Aviva Stadium vide. Et là, on va jouer à l'Aviva dans un Aviva Stadium plein, avec des supporters qui vont être présents, on s'en doute. C'est ce qui est magnifique, en fait. Hein. Une fois de plus, souvent, je dis aux joueurs, bienvenue dans le sublime, dans le magnifique, dans... Qui veut échanger sa place au coup d'envoi? Qui c'est qui veut sortir? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent le droit et qui disent non, on ne veut pas y aller. C'est ce qui donne le sens un peu à une partie de notre engagement. C'est être là, ensemble, faire corps, être unis, porter le projet, porter le maillot, défendre et attaquer une position, être ambitieux. Qui va nous empêcher d'être ambitieux samedi? Qui va nous empêcher de rêver fort samedi? Personne. Et le public irlandais va nous accompagner là-dedans. C'est une chance de jouer dans cette ambiance-là. Le public irlandais va porter son équipe, ça va être le 16e homme, mais le public irlandais ne sera pas sur le terrain. Il ne va pas plaquer. Il ne va pas pousser à mêler. Il ne va pas accélérer. Ça sera 15 hommes contre 15 hommes. Il y a eu de nouvelles directives dans la manière d'arbitrer le jeu au sol récemment, avec notamment les assistants plaqueurs qui sont obligés, je crois, d'écarter un petit peu les coudes, de lever les bras avant de plonger les mains dans le ruck. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur votre stratégie, justement, dans ce secteur-là des rucks et du jeu au sol? Surtout pas.
On va continuer à être aussi performant dans cette zone du jeu parce que c'est un de nos points forts. Ce n'est pas le seul, mais c'est un de nos points forts. Par contre, il va falloir continuer à travailler le geste. Tu en as parlé dans ta question. Ce geste de lâcher clairement le joueur qui va au sol, lever les bras, c'est vraiment des aspects très techniques que l'on répète tous les jours avec Sean à l'entraînement dans des skills, dans des drills. Jamais attaquer un ruck lorsqu'il y a un plaqueur, notre plaqueur, parce qu'en général on plaque à deux, le plaqueur dans une situation difficile. En fait, lorsqu'on se fait sanctionner parce qu'on attaque un ruck et qu'il y a un joueur qui est coincé, c'est pas la faute du plaqueur. C'est le joueur qui doit gratter, qui lit la situation. Il dit, mon copain, il est en situation difficile, il ne peut pas sortir. Je circule, je n'attaque pas le ruck. C'est vraiment des aspects de grande lucidité, de grande technique dans le chaos. Et on s'entraîne à ça. On s'entraîne dans le chaos à avoir cette lecture lucide de la situation et du geste qui va accompagner la situation. C'est vraiment... c'est un de nos points forts, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On a investi beaucoup de temps dans cette micro-zone et dans cette micro-phase de jeu. Et on va continuer dans certaines parties du terrain à chercher, à mettre en difficulté l'attaque avec nos hommes, avec nos bras et avec notre intelligence. C'est une histoire de domination. Qui domine ? Qui est dominant? Qui est dominant sans le ballon et qui est dominant avec le ballon? C'est une histoire de stratégie.